Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Marc-Antoine Harvey s'en va à la rencontre du président du festival Chants de Vielle de Saint-Antoine-sur-Richelieu. J'aurai la chance de m'entretenir avec Amélie Hens, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes, et Valérie Naud, coordinatrice aux communications pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes pour la campagne J'ose ma télé communautaire. On couvre la conférence de presse de Simon Jolin-Barrette sur la coop d'électricité de Saint-Jean-Baptiste. Finalement, Marc-Antoine Harvey s'entretient avec Céline Desjardins, chargée de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Le Régional commence maintenant. Bonne émission! Vous avez reconnu derrière moi la rivière Richelieu. On est à Saint-Antoine-sur-Richelieu avec Nicolas Boulris, qui est organisateur du festival Chants de Vielle. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de demander. Vous aussi, j'espère? Absolument, on est devant le plus beau décor de festival du monde entier. Puis en plus, il fait beau. Il fait exactement la météo qu'on annonce pour la fin de semaine du 27 au 29 juin. Et pour ceux qui ne peuvent pas sentir, on est très bien. Est très bien. Il fait soleil, on est très bien. À quoi on peut s'attendre pour le festival cette année? C'est une 21e édition. Bien, on s'attend à un événement formidable. Écoutez, nous autres, ce festival-là, on l'a tatoué sur le cœur. Ça fait 21 ans qu'on le porte. On l'a même transporté de Calixa à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est un festival de musique. À quoi on s'attend? À une rencontre humaine, à l'échelle humaine. C'était un peu le pari de Chants de Vielle. Au départ, d'ailleurs, ça s'appelait une rencontre de curieux, de festivaliers, de curieux, de musiciens, de musiciennes. Et puis, c'est resté cette idée-là de proximité. Évidemment, les scènes sont plus grandes, les artistes attirent des gens. Il y a une foule ici conséquente. On est des milliers pendant la fin de semaine de Chants de Vielle, la dernière de juin cette année. Et puis, c'est un événement rassembleur qui fait en sorte, je ne sais pas, la musique folk, la musique traditionnelle, il y a quelque chose qui nous porte à la communion au sens très laïque là, de la rencontre des gens. On danse, on mange ensemble, on chante ensemble. Toutes les générations sont là. C'est franchement ça, Chants de Vielle. Une manière de faire en sorte que le plus beau de l'humanité se ramasse une fin de semaine dans un beau petit village. C'est poétique, la façon que vous décrivez tout ça. Ben, Est-ce que c'est c'est un la peu poésie. ça qui fait le succès que ça fait 21 ans que vous êtes impliqué personnellement? Est-ce que c'est cette proximité-là avec les gens qui vous fait votre succès, vous croyez? Absolument. Puis c'est ça que les gens recherchent aussi. Je pense qu'on est tous là pour les mêmes raisons. Puis on est beaucoup de gens à s'impliquer. Tu sais, la directrice générale est là depuis le jour 1, Geneviève Nadeau, tu sais, qui fait en plus la programmation artistique. Il y a des gens, des bénévoles qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 21 ans. Les gens sont impliqués de plus en plus dans la région. Par exemple, je vais vous donner un exemple, tous les artistes sont logés à Saint-Antoine. Oui, c'est ça. Ma question, en fait, c'est ici, c'est un village, il n'y a pas Ouais. vraiment d'hôtel Non. commercial. Les artistes, ils viennent, ils vont où? Ils vont directement chez les gens. Ils vont dormir chez le voisin là-bas, la voisine là-bas. Les gens ouvrent leur maison. C'est un méchant casse-tête de faire en sorte qu'il y a quand même 80 artistes. Tu sais, il y a 15 concerts, il y a 4 scènes toute la fin de semaine sans arrêt du vendredi au dimanche soir, début de soirée. Donc, ces 80 artistes ne seront pas tous et toutes hébergés ici, mais ceux qui arrivent d'Irlande ou qui arrivent de France ou qui arrivent de Québec ou de plus loin. Donc, c'est beaucoup de monde ici hébergé. Fait que juste en hébergeur, doit y avoir une centaine, puis en bénévole, il doit y avoir une centaine de personnes du village impliquées. Ça fait quelque chose sur un village de 2800 habitants. Là, il y a une réelle tranche de population impliquée directement. Parce que vous auriez pu choisir d'installer le festival dans un endroit où il y a plus de commodité. Pourquoi vous avez choisi spécialement Saint-Antoine-sur-Richelieu? J'ai mal agi. J'aurais pas dû. Non, c'était... en fait, au départ, on a commencé à Calixa-la-Vallée. C'est un village qu'on venait d'adopter. C'est le village juste à côté. Et c'est la même chose pour Saint-Antoine. C'est-à-dire que cette idée de créer dans un noyau villageois un événement à caractère international, c'était un peu ça le défi. Parce que c'est pas que c'est facile de faire ça dans une grande ville, mais puis c'est vrai que certaines choses
peut-être aurait été plus simple pour nous. Mais il y a quelque chose de beau de ramener à cette échelle-là, je reviens à cette rencontre humaine, dans le cœur d'un village, parce que les villages aussi doivent vivre et battre. Si on ne fait rien dans nos petits villages, ils vont devenir des espèces de banlieues. Fait que Saint-Antoine a ce caractère-là. Il y a encore des gens ici qui s'impliquent. Il nous reste quelques commerces. L'Antoinette qui est là. Puis on invite les gens à venir. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'il y a des gens qui déménagent à Saint-Antoine parce qu'ils ont rencontré le festival, parce qu'ils sont venus voir Chant de Vielle, puis ils sont tombés en amour. Fait qu'il y a quelque chose qui est... oui, le fait que ce soit dans un petit village, ça nous porte à se regarder. Je sais pas. De toute façon, ça n'existe pas, ça, dans les grandes villes, ça. Non, ça n'existe pas. Tu sais, regardez. Vous êtes vous-même artiste, vous faites de la musique, vous êtes chanteur, vous allez participer au concert. De quelle manière est-ce que la musique folk, puis l'instrument, le vielle, de quelle manière est-ce que ça rejoint même les jeunes? Ah, ça, c'est assez surprenant. Alors, souvent, on a tendance à penser que la musique traditionnelle, c'est porté et supporté par les plus vieux. En même temps, moi, je dis ça, je commence à avoir les cheveux blancs, fait que je sais plus de quelle catégorie on peut me... En tout cas, mettons que je suis dans le milieu, là, je peux regarder des deux bords. Fait que les vieux sont là, ils sont importants, ils sont essentiels, ils sont ceux et celles qui ont porté la tradition orale, tu sais. Aujourd'hui, les jeunes se le sont appropriés. Puis ça, c'est vraiment remarquable. Quand on arrive sur la grande scène, quand vous allez venir voir Jourdan Thibodeau là, de Louisiane, là, c'est sûr que c'est plein de jeunes ici. Le Vent du Nord, d'ailleurs, c'est un groupe qui attire beaucoup de jeunes. Il y a quelque chose... Dans la musique traditionnelle, cette idée de fête, là, elle est intrinsèque. Même si le trad au Québec, c'est beaucoup plus que la musique de party, là. Mais c'est quand même aussi ça. Et si les gens qui veulent danser, sauter, fêter, c'est souvent des jeunes, tu sais. Fait que eux autres, ils se ramassent. De toute façon, ceux qui n'ont jamais vécu ça, là, venez faire un tour, là, tu sais. Vous allez venir voir, là. Les gens ont la piqûre. Les gens comprennent. Ah, OK. On n'est plus sur la soirée canadienne. Il n'y a plus personne en forterelle. Il n'y a plus de cette espèce de côté un peu décalé qu'on a de ce folklore-là. Je pense que ça commence à prendre le bord un peu. Tu sais, les gens disent, OK, la musique traditionnelle aujourd'hui, elle est plurielle, elle est large, elle est complexe. Elle peut être festive, ça peut être en harmonie, ça peut être des choses a cappella, ça peut être des choses très émouvantes, très touchantes. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on attaque la programmation de Chant de Vielle. Alors, rapidement, la programmation cette année, ça va être... Là, j'ai ici un petit papier. Pour vous dire rapidement dans l'ordre, le vendredi soir, Germaine, ça, c'est des filles de Montréal, grande région de Montréal, a cappella. Je dis a cappella, joue un peu de violon, de la gigue, c'est à voir. C'est un groupe montant, on pourrait dire. Solstice, d'Irlande, de Terre-Neuve, de Montréal, un trio formidable. Et c'est des gens qu'on ne voit jamais sur les festivals trad au Québec. En tout cas, on est très content de les avoir. Le Rêve du Diable, un classique. Ils ont 51 ans cette année. Pas les gars. Le groupe, ils s'en viennent ici, c'est un groupe mythique. Si vous connaissez Donden Lariden ou Apitour Lourlour, c'est eux autres. Faut pas manquer ça. Puis après ça, Malven, ça c'est intéressant. Une Américaine, une Bretonne, une Montréalaise, je pense, en fait, habitent à Montréal. Les trois, ils font de la musique bretonne de toute beauté. Ils vont faire un bal breton avec Charles Quimban qui revient, un grand chanteur breton. Donc, ils vont faire le bal du vendredi soir, bal Fest-Noz. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un Fest-Noz, venez voir. On danse. C'est pas très compliqué. Vous allez embarquer dans le truc. Le samedi, samedi toute la journée, il y a des ateliers pour les enfants. Il y a sans arrêt, là. C'est vraiment ça commence à 10 h, il y a des marches chantées, il y a des... Tu sais, allez voir sur chantdevielle.com. Samedi soir, à Timica, un trio de France, d'Auvergne. Vielle-à-Roue, cornemuse, accordéon, tu sais. Mettons, ça, c'est Chant de Vielle. T'sais. Vous allez triper, c'est complètement... D'ailleurs, la musique traditionnelle d'Auvergne, là, on la connaît pas, mais il y a quelque chose de trans. Là. Si vous aimez des DJ, c'est ça que c'est, là, mais avec des instruments qui vibrent. Les Mononcles, c'est un grand classique de la Naudière. C'est des gars, des charbonniers de l'enfer. En tout cas, le sourire dans le visage, j'en ai pas manqué. Les Mononcles. D'ailleurs, dans les Mononcles, il y a Michel Bordelot qui est notre chevreuil. Ça, tu sais pas c'est quoi un chevreuil? Non, un peu, là, mais... Ouais, non, mais pas à quatre pattes. Ben, remarque, Michel, il fait bien ce qu'il veut, mais c'est...
à chaque année, on donne une espèce de... C'est comme une espèce de passeport, carte blanche qu'on pourrait dire, une carte chouchou. Oui, effectivement, une carte chouchou. Cette année, c'est Michel Bordelot. On lui laisse le chevreuil. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le chevreuil, je ne sais plus. Mais c'est comme une carte blanche. Il est invité à faire ce qu'il veut pendant la fin de semaine. Okay. Il peut monter chanter avec quelqu'un, aller taper du pied avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Michel Bordelot, qui est aussi dans les Mononcles. Ensuite, Jourdan Thibodeau, je vous l'ai dit, avec les Rodarières, il arrive de Louisiane. Ça, c'est quand même Jourdan Thibodeau, là, il y a quelque chose qui se passe. Il devient un peu le nouveau porte-parole, le porte-étendard de la francophonie de la Louisiane. Zachary Richard l'a été et l'est toujours depuis très longtemps. Mais Jourdan, sérieux, c'est assez impressionnant. Vous irez voir sur les réseaux sociaux. Nous l'avons. Il sera là samedi soir. Ensuite, on danse la musique québécoise avec la famille au coin, à ne pas manquer. Dimanche, changement. Dimanche, on finit un petit peu plus tôt. Souvent, les gens disaient, moi, je repars au Saguenay, au Vermont. C'est plate, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin. Bien, on vous a eu. On a remonté dans l'horaire le concert final qui aura lieu juste derrière nous, d'ailleurs. Et puis, à 16h, le concert final. Donc, à 17h, c'est fini. Vous avez le temps de ranger vos affaires et repartir tranquillement. Vous ne manquerez rien. Et il ne faut pas rien manquer. Il y a Grosse-Île, un trio de Lanaudière et d'Irlande, d'ailleurs, qui font une musique métissée de toute beauté. Daniel Bellegarde, c'est un Haïtien d'origine qui habite Montréal, qui arrive avec toute sa gang. Et ce qui est fou avec la musique des Caraïbes, c'est que les Français ont colonisé aussi les Caraïbes. Donc, au Québec, on a des cotillons, des quadrilles avec des calleurs, tu sais, pour danser. Bien, en Haïti aussi. Fait que, ils vont venir jouer des cotillons puis des quadrilles, tu sais. C'est incroyable. Donc, tout est dans toute cette francophonie-là d'Amérique. Et le Vent du Nord, mon groupe, on termine la soirée du dimanche. Et en passant, le Vent du Nord, on se fait rare cet été. Là. On va jouer Saint-Jean-Baptiste, deux Saint-Jean-Baptiste, puis après ça, on va être aux îles de la Madeleine à la fin de l'été. La seule chance de voir le groupe, c'est ici. Et en passant, on vient de finir notre 13e album. Ça va être la première fois qu'on va jouer de ces pièces-là en concert. C'est le dimanche de Chant de Vielle, 27, 28, 29 juin. Nicolas Boulris, vous êtes organisateur du festival Chant de Vielle. Toute l'information sur chantdevielle.com. J'invite les gens à venir en grand nombre. Ça va être un événement festif. Merci de faire ça pour la région. Puis je souhaite un bon spectacle. Grand plaisir. Merci. Bonjour, Madame Hintz. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, dans le fond, vous êtes directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires pour la campagne « J'ose ma télé communautaire ». C'est bien ça? Oui, je suis la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Parfait. Et qu'est-ce que ça fait exactement, ce rôle-là? En fait, la Fédération est là pour supporter ses membres, les représenter auprès des gouvernements. Moi, ma tâche, c'est surtout ça. C'est le côté diplomatique, le côté représentation, aller défendre nos intérêts auprès du CRTC, de Patrimoine canadien, parce que la câblo-distribution relève du fédéral, mais c'est aussi des représentations auprès du gouvernement provincial pour les différentes mesures qui sont mises en place pour aider le milieu. Parce qu'évidemment, on reçoit de l'argent du ministère de la Culture et des Communications qui soutient la mission communautaire des médias communautaires. En gros, c'est ça. On participe à la vie associative, on essaie de soutenir directement nos membres qui ont des besoins, créer des formations, les tenir à jour sur les nouvelles tendances. C'est un peu de tout ça. Pour commencer, j'ai envie de vous demander pourquoi c'est important de défendre l'existence des télécommunautaires autonomes au Québec. Bien, c'est important parce que les télécommunautaires, en fait, sont un peu un dernier bastion souvent de l'expression locale qu'on peut retrouver sur la télévision traditionnelle ou même en ligne. C'est un outil que les communautés peuvent utiliser pour s'exprimer, pour faire entendre parler des enjeux qui les animent, pour recevoir des nouvelles, de l'information locale. Il y en a de moins en moins dans les grands réseaux. Donc, je pense que le milieu communautaire prend de plus en plus de place, participe à la démocratie. C'est la participation active à la vie démocratique, en fait, de nos communautés. La télévision permet ça. C'est un accès qu'elle donne à la population à se voir et à s'entendre sur les ondes. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est extrêmement important. Ça a plus que jamais sa place dans nos sociétés.
absolument. Puis, ce serait quoi les conséquences concrètes de la disparition d'un média local pour une communauté, vous pensez? Ben, c'est sûr que ça serait une diminution de l'accès à l'information. Donc, après ça, ça serait peut-être probablement plus difficile de savoir ce qui se retrouve en ligne ou sur les médias sociaux. Ben, c'est souvent difficile à vérifier. Il y a beaucoup de mauvaises informations, de fausses informations qui circulent. Quand ça provient pas d'une source fiable, c'est difficile de savoir ben, est-ce que c'est vrai ou pas. Puis là, si tu n'as plus moyen de rechercher en ligne pour vérifier l'information, voir si quelqu'un a couvert l'événement ou le sujet en particulier parce qu'il n'y a plus de médias sur place, ben, c'est difficile de savoir ben, qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Donc, c'est extrêmement important d'avoir accès à des informations des médias locaux. C'est un moyen de moins qu'auraient les communautés de s'exprimer, en fait. Les médias communautaires soutiennent les milieux, les communautés, les organismes locaux, les artistes locaux aussi, c'est une belle vitrine pour eux parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est capable de faire les médias nationaux au Québec, au Canada. Donc, je pense que ça aurait des grandes conséquences. Ouais. Pensez-vous aussi que les TCA font partie de la démocratie? Oui, oui, absolument. C'est un outil, en fait, qui devrait être plus utilisé par les différents paliers de gouvernement, par un soutien, en fait, au travail qui est fait de la démocratie, parce que c'est une voie qu'on offre aux citoyens de pouvoir s'exprimer, mais aussi de s'informer. Si ça disparaît, où ils vont trouver leur information locale? Parce que c'est plus les grands réseaux qui offrent ça, surtout dans les petites municipalités, même dans les plus grandes municipalités qui sont décentrées hors centre. Ça fait pas les manchettes, là, tout ça. Puis il y a de moins en moins d'informations. Donc oui, c'est un outil démocratique indispensable. Puis, c'est quoi les plus grands enjeux que les télécommunautaires autonomes font face présentement? Ben, évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'enjeu de financement. Le financement a toujours été quand même assez précaire dans le milieu de la télévision, mais dans les dernières années, ça s'est accentué avec une fuite un peu des revenus qui venaient de la câblo-distribution vers les producteurs privés. Il y a aussi les publicités qu'on réussissait à vendre sur les publicités gouvernementales, entre autres, ou même les publicités privées, la commandite que certaines télévisions réussissaient à vendre, qui se font plus rares. C'est sûr que c'est capté par souvent les géants du web qui réussissent, eux, à offrir de la publicité en ligne qui est très, très ciblée à des milliers, des millions de visiteurs. Donc, c'est des garanties que ceux qui achètent la publicité aiment voir. Par contre, ça ne prend pas en compte l'engagement que ça suscite. Une publicité sur un média local va avoir un plus grand impact pour ceux qui l'achètent, pour les commerçants locaux, parce que les gens vont prendre le temps de regarder. C'est quelque chose qui est proche de chez eux, ça les intéresse, contrairement à être noyé dans une mer de publicité un peu obscure, plus ou moins fiable, que tu ne sais pas c'est quoi les produits qui sont là. Donc c'est ça. Le financement, c'est sûr que c'est un enjeu. Puis je pense aussi qu'il y a un enjeu de se faire redécouvrir par la population parce que la télévision communautaire ne va jamais disparaître si elle a le soutien de sa population, si sa population est consciente du travail qui est fait puis de l'importance que ça a pour leur communauté. Je pense que ça, c'est extrêmement important aussi. Qu'est-ce que vous faites, vous, la Fédération, pour appuyer les TCA puis assurer une certaine pérennité? Ben, c'est sûr que nous, on s'occupe, en tout cas, moi, personnellement, en ce moment, je m'occupe beaucoup des dossiers au CRTC. Dans les dernières années, il y a de nombreuses lois qui ont été votées au Parlement canadien qui ont un impact sur la radiodiffusion pour essayer de faire contribuer justement les géants du web à la production de contenu canadien, au financement des nouvelles en ligne, des choses qui sont extrêmement difficiles à financer, puis dont les revenus sont partis vers ces plateformes-là. Donc, moi, je m'occupe beaucoup de représentation, je défends nos intérêts auprès du CRTC. Donc, c'est beaucoup d'écriture de mémoire, de rencontres avec les législateurs pour leur faire comprendre l'importance de notre
milieu pour insérer la télévision communautaire dans les lois pour s'assurer qu'elle soit reconnue, puis qu'après ça, on ait accès aux mesures qui vont être mises en place. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui a occupé une grande partie de mon temps là, dans les dernières années. Puis évidemment, c'est de participer collectivement avec d'autres acteurs à tout ce qui se développe en ce moment. Comme par exemple, maintenant, la télévision, la Fédération siège sur le conseil d'administration du collectif canadien de journalisme qui gère les 100 millions de Google, qui sert à financer le journalisme au Canada. Donc, on fait partie de tout le conseil d'administration qui va gérer ça, puis qui va s'occuper, bon, s'assurer que l'argent est bien réparti, que ça suit les règles, etc. Donc ça, je pense que c'est un point important. Puis c'est de l'argent qui va arriver à nos membres qui produisent l'information locale, qui ne va pas demander d'efforts supplémentaires parce que ça va payer pour les nouvelles qui ont été produites par le passé, l'année précédente. Donc, je pense que c'est un pas en avant. Puis l'objectif dans les prochaines années, ça va être de faire contribuer les autres géants du web dans ce fonds-là pour que l'argent soit plus substantiel pour tout le monde. Est-ce que vous croyez que les gouvernements prennent conscience de l'importance des TCA? Puis, qu'est-ce qu'ils devraient faire de plus si la réponse est non? Pas toujours, tu sais, puis en fait, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont en être plus conscients que d'autres. Il y a certains élus qui sont extrêmement sensibilisés à ça parce qu'ils voient sur le terrain l'utilité de leurs médias communautaires, de leurs médias locaux, donc qui les rencontrent régulièrement, qui vont faire des entrevues dans les télévisions, dans les radios, même les journaux. Donc, il y en a qui sont très au courant. Je pense que c'est un combat de chaque instant parce que les élus, souvent, ça se renouvelle, donc il faut aller toujours les recontacter puis leur faire réaliser à quel point c'est important pour la communauté. Pour qu'après ça, eux, ils nous défendent. Parce que le gouvernement, c'est la somme de tous les élus qui sont élus dans toutes les communautés partout dans le pays. Donc, si on réussit à sensibiliser notre élu local, ça va déjà être ce gain-là, parce que si on réussit comme ça, bien après ça, lui, il va pouvoir aller dire à son chef, dire, écoute, ça, c'est important, il faut absolument les inclure dans nos projets, nos plans, reconnaître le travail qui est fait, puis les financer à la hauteur là, de ce qui est fait pour la démocratie. Pensez-vous que c'est un travail sans fin, puisque justement, il y a un roulement dans les élus? Oui, effectivement, c'est toujours à recommencer, en fait. Donc, souvent, on fait des belles avancées, mais tout peut être chamboulé par une élection qui s'en vient ou un changement en place. Donc, c'est sûr que oui, c'est toujours à recommencer. Des fois, on a l'impression de sonner comme euh, une cassette, de répéter toujours les mêmes affaires. Mais il faut le faire, c'est super important parce qu'il ne faut jamais prendre pour acquis que le nouvel interlocuteur à qui tu parles comprend la réalité, sait exactement de quoi nous on parle. Donc, c'est toujours important de leur représenter, d'arriver aussi avec des chiffres concrets, qu'est-ce que ça représente, le nombre de travailleurs, le nombre de productions, d'heures de production qui est faite, le nombre de communautés touchées. Tout ça, c'est important à mettre de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait tout le temps. Puis, on va le faire tant que ça va être nécessaire. Madame Hintz, comment les citoyens peuvent aider à préserver les TCA? Bien, c'est en soutenant leurs médias, en les approchant et en s'impliquant auprès du média, parce qu'un média communautaire, c'est ouvert à sa population. On peut soumettre des idées soit de reportage ou même d'émissions, s'impliquer de différentes manières. Puis, c'est de les sensibiliser à l'importance de ça, qui regardent aussi ce qui est fait, la production. Puis, parce que le citoyen peut lui aussi aller voir après ça ses élus pour dire, écoute, il faut faire quelque chose, moi je pense que c'est important. Donc, c'est ce genre de support-là de la communauté que nos médias ont besoin pour vraiment faire valoir nos points, puis faire réaliser l'ensemble de la population de l'importance de la mission qu'on a. Selon vous, c'est quoi l'avenir des télécommunautaires autonomes? Ben moi, je pense que l'avenir, c'est sûr qu'il y en a un parce qu'on détient une niche qui est pas occupée par personne d'autre. Il va toujours avoir besoin d'informations locales. Les communautés
vont toujours avoir besoin de se voir, de s'entendre, d'entendre parler de ce qui se passe chez eux justement pour la vie démocratique ou juste la vie en société. Puis c'est pas vrai que les plateformes en ligne réussissent à faire ça. C'est très individualiste, les plateformes en ligne. C'est pas une vie de communauté. C'est pas ça que ça met de l'avant. C'est pour ça que les médias vont toujours rester pertinents. Après, la manière de diffuser le message, il va changer. Il a déjà changé. On est de plus en plus en ligne. C'est normal. Il faut multiplier le nombre de plateformes sur lesquelles on est disponible. Mais ce qu'on couvre, l'importance qu'on a, ça ne changera jamais. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour ça. Puis c'est pour ça qu'il faut continuer à convaincre nos populations de l'importance qu'on a. Parce que si on a les populations, les citoyens derrière nous, on ne pourra pas disparaître. Merci beaucoup, Madame Hintz, en espérant que votre message en réveille plus d'un sur l'importance des télécommunautaires autonomes. Merci à vous, ça fait plaisir. Merci. Bonjour, Madame No. Bonjour. Je suis bien contente de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes coordonnatrice aux communications pour la Fédération communautaire pour la campagne J'ose ma télé communautaire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. La Fédération des télévisions communautaires autonomes. Le mot autonome est quand même une nuance importante du Québec. Absolument. Puis ça, c'est votre titre, mais concrètement, c'est quoi votre rôle au sein de la Fédération? Je vais d'abord informer les membres. On a 42 télévisions situées partout au Québec, donc il faut les informer, entre autres, des financements disponibles, des projets en cours, des virages numériques à prendre, des bonnes pratiques, des offres de formation. Donc, en fait, toute l'information qui est nécessaire pour outiller mes membres, je dois leur communiquer. Donc, j'ai différents outils de communication pour le faire. Mais aussi, il y a un autre volet où je dois les faire rayonner, en fait, les faire connaître de toutes sortes de publics, les rendre un peu sexy, si on veut, pour que les citoyens soient au courant que c'est une ressource qui existe sur leur territoire et qui a un intérêt envers la télévision, soit pour consommer son contenu, soit pour s'y impliquer aussi. Puis il y a tout un volet de faire connaître la cause pour aller chercher la relève, en fait. Donc, je me promène aussi dans les écoles spécialisés en médias ou en communication pour leur dire que c'est une option, en fait, qu'ils peuvent très bien débuter leur carrière ou par faire leur expertise là, à travers les télévisions communautaires autonomes. Bien, j'en suis la preuve. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles ou des gens qui veulent s'impliquer dans les télécommunautaires autonomes? Oui et non, dans le sens que ça dépend des milieux. Chaque télévision a sa propre réalité. Il faut savoir aussi qu'elles n'ont pas tous le même budget, Donc, parfois, il y a des équipes plus nombreuses qui permettent d'être plus autonomes. Des fois, ils sont vraiment à effectifs réduits où là, le recrutement des bénévoles va vraiment être un pilier important. Toutefois, ça reste dans la mission de chaque télévision communautaire autonome d'être une porte ouverte envers la population pour que si jamais il y a des enjeux les gens veulent se voir à la télévision, tout ça. Donc, de faire une partie d'éducation populaire, mais aussi d'intégrer la communauté là, à même la vie quotidienne. Donc, on retrouve des bénévoles à tous les niveaux, là, soit au conseil d'administration ou soit aussi dans les opérations, caméraman, animation. Et oui, le bénévolat au Québec est en transformation depuis quelques années. Les gens qui s'impliquent sont vieillissants. Ils ne veulent pas s'impliquer tout à fait de la même façon, c'est-à-dire que c'est souvent des envies ponctuelles et non pas quelque chose de récurrent ou de très engageant. Donc, certaines télévisions doivent naviguer dans ces changements-là et oui, rallier la population, puisque, comme je le disais, ça fait partie de leur mission, mais aussi, sans le travail bénévole, il y a une bonne partie du travail qui ne peut pas être fait. Donc, oui, c'est quand même une époque difficile pour recruter des gens, à aller les chercher. Les gens sont souvent très occupés aussi, donc le mode de vie change, est très rapide. C'est tout un dossier, le bénévolat. C'est ça. J'ai envie de vous parler, vous avez lancé, il n'y a pas très longtemps, J'ose ma télé communautaire, la campagne. À qui ça s'adresse, puis pourquoi l'avoir lancé maintenant? On voulait profiter
En fait, c'est un peu nos homologues de la radio communautaire de la radio en général qui célèbrent la journée des radios. Nous, en télévision, ça se fait pas au Québec. Pourtant, on a une journée nationale au mois de novembre, en fait, internationale même, au mois de novembre, qui souligne la télévision, ce média-là exceptionnel où on peut se voir à l'écran. Donc, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on finisse par faire de cette journée-là quelque chose de très important et de souligner, du moins au Québec. Donc, on a profité de cette date-là pour lancer la campagne. La campagne, ce qu'elle veut fondamentalement, c'est rejoindre ceux qui ne nous écoutent pas encore. Donc, faire connaître les télévisions communautaires autonomes. Dans son histoire, au démarrage, en fait, quand les télévisions sont nées vraiment d'un besoin de la population. Donc, il y avait des élus qui voyaient là une belle tribune, il y avait des citoyens, des militants qui voyaient un outil incroyable pour s'exprimer sur la place publique. Ça s'est perdu un peu au fil des années et maintenant, même quand je visite des écoles, certains professeurs ne savent même pas que ça existe, les télévisions communautaires autonomes. Et au Québec, on est chanceux, on en a 42, un petit peu plus de 42. Nous, on en représente 42. Et donc, de faire connaître ce média-là dans une époque où maintenant les citoyens ont une multitude de choix pour s'informer et pour se divertir, et ramener ça aussi à un discours qui est très de notre époque aussi, de consommer local. Consommer local, ça se fait bien sûr au niveau des services et des produits qu'on consomme, mais aussi au niveau de l'information et du divertissement qu'on choisit de mettre dans notre quotidien. Donc, on voulait vraiment essayer de rejoindre le grand public. Bien sûr, de dire à ceux qui sont déjà à l'écoute, les téléspectateurs qui sont importants et qui sont même à la base de la mission et de ce que font les télévisions communautaires autonomes, mais aussi d'essayer de contaminer positivement l'entourage de ces gens-là pour que des gens qui ne connaissent pas la télé, par exemple les jeunes, s'y intéressent, trouvent ça attrayant. Et un coup qu'on rentre dans l'univers, là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont offertes. C'est que c'est du matériel de qualité parce que ça parle de nous, de notre communauté. Donc, ça parle très localement aussi, là. C'est de s'informer sans sensationnalisme, c'est de s'informer sur ce qui se passe proche de nous. Comment les citoyens peuvent s'impliquer puis soutenir leur télé communautaire? Bien, la plupart offrent le fait d'être membre. Donc, c'est une petite cotisation annuelle, puis ça vient souvent avec des avantages. Donc, le premier soutien qui est moins engageant, c'est justement de devenir membre si on peut le faire. Sinon, on peut aussi s'abonner à leurs médias sociaux et à leur infolettre là, pour être informé. Donc, juste d'en parler autour de soi, que ça existe, c'est une belle façon de faire rayonner sa télé, de s'impliquer. Sinon, il y a certaines télévisions qui ont vraiment des bénévoles qui s'impliquent, que ce soit pour le télébingo, s'il y en a un, parce que c'est une source de financement très importante. Sinon, ça peut être pour suggérer un sujet d'émission. Puis, dans le fond, on peut s'impliquer aussi en faisant pression, si on est à l'aise avec ça, auprès de nos élus pour que la municipalité et la MRC puissent verser des sous à la télévision communautaire. Donc, il y a différentes façons d'aider la télé à remplir sa mission, soit de nous mettre à l'écran et de parler des enjeux qui nous intéressent, nous, localement. Ouais. Sentez-vous qu'il y a eu déjà un certain élan de mobilisation depuis le lancement de la campagne? À travers nos membres, je dois dire qu'il y en a plusieurs qui ont été exceptionnels pour relayer cette campagne-là, donc se l'approprier puis la faire rayonner dans leurs propres médias, parce que nous, la Fédération, on n'a pas accès à un média en tant que tel. Toutefois, on a beaucoup de médias sociaux et, entre autres, la consultation de notre chaîne YouTube a vraiment augmenté depuis que la campagne est lancée. On a quelques étudiants et aussi des citoyens qui passent par la Fédération pour s'informer de comment ça fonctionne, comment je fais pour rentrer en contact avec ma télé, est-ce que j'en ai une sur mon territoire. Donc ça se voyait moins avant. Maintenant, à peu près une fois par mois, j'ai au moins un citoyen depuis novembre dernier, j'ai au moins un citoyen qui m'écrit pour me demander. Évidemment, nous, la campagne, on veut bien sûr que la Fédération augmente en notoriété parce que c'est une bonne porte d'entrée pour nos membres. Toutefois, on aimerait vraiment que les retombées soient plus pertinentes ou tangibles pour nos membres. Ça, on n'a pas d'outil de mesure qui nous permet de dire « Ah oui, la campagne a vraiment fait une différence auprès de nos membres ». On le souhaite très fort parce qu'on est passé par des outils
qu'on ne prend pas habituellement, du genre l'application Météo Média, du genre aussi payer de la publicité sur YouTube parce qu'on essaie de rejoindre les gens là où ils sont. Donc, nous, c'est sûr, à la Fédération, on a vu des retombées et on souhaite très fort que les retombées aient rebondi sur nos membres. Bien, vous en avez parlé un peu justement des retombées que vous espérez, mais dans vos rêves les plus fous, cette campagne-là, c'est quoi le changement que ça amène? Ah, moi, je le dis souvent, j'aimerais vraiment ça que les citoyens, les Québécois et Québécoises se rendent compte de ce privilège-là qu'on a d'avoir accès à un média. Et ce que je dis, c'est que j'aimerais ça que les télévisions communautaires autonomes deviennent sexy pour monsieur, madame, tout le monde. Du genre, hey, moi, je vois pas telle affaire à la télévision ou on parle pas de tel enjeu, mais pourtant, ça concerne directement ma communauté. Alors, je vais aller à ma télévision communautaire autonome. C'est tout à fait gratuit. Puis c'est super accessible à tout le monde. Donc, pour moi, c'est une richesse. Je voudrais vraiment que ça fasse partie de notre conception, en fait, de notre communauté, que, ça, c'est un média à laquelle on a accès, qui est là pour nous, parce qu'il appartient à la communauté. Donc, que tout le monde soit au courant que ça existe, puis ait le réflexe d'aller cogner à la télé, à la porte de la télé pour dire, moi, j'aimerais ça voir telle affaire à l'écran, ou moi, j'aimerais ça parler de telle affaire. Puis les télés communautaires autonomes, ça aide à supporter aussi des petites entreprises locales, ça aide à parler des enjeux en agriculture locale. C'est super important pour les citoyens de s'informer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs pour que justement ils puissent oser à leur télé communautaire? Oui, en fait, c'est une belle porte d'entrée aussi pour tout ce qui est d'organismes communautaires, de PME, d'artisans, d'artistes locaux. Donc, c'est vraiment une mine d'or. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est oser la regarder pour constater à quel point c'est de qualité et ça vous concerne directement. Donc, ça parle de vous. Et puis, c'est ça, c'est fabuleux, en fait, la télévision, parce qu'il n'y a rien comme se voir à l'écran. C'est comme valider qu'on existe, c'est valider que nos intérêts, nos préoccupations existent quelque part. Donc, maintenant, l'information elle est très, très centralisée. De plus en plus de médias ferment aussi. C'est d'autant plus difficile dans le milieu communautaire parce que le financement, c'est pas la même chose que dans le privé ou quelque chose qui est institutionnel. Donc, oui, aimez votre télévision, allez consulter. Maintenant, elles sont presque tout leur contenu disponible en ligne. Dans le fond, vous en êtes un très bel exemple à votre télévision. Donc, parce qu'il y a de moins en moins d'abonnés au câble. Mais c'est plus une raison valable. Allez sur Internet, allez vous informer sur ce que fait votre télévision et consommer leur contenu, soit sur YouTube, Vimeo ou directement sur leur site Internet pour les chanceux qui ont une plateforme qui le permet. Puis, si vous trouvez quelque chose à votre goût, bien, parlez-en autour de vous. Contaminez votre entourage positivement pour dire « Hey, ça vient de chez nous, c'est local, ça parle de nous, c'est vraiment chouette, j'ai découvert telle chose » pour que vos parents, vos amis, vos voisins soient au courant que c'est là pour vous. En fait, c'est que les télés communautaires autonomes, c'est une télé par nous, pour nous, j'ai l'impression. Donc, merci beaucoup, Madame No, pour votre message super inspirant. Bien, merci pour ce temps d'antenne. J'espère que les téléspectateurs vont oser leur télé communautaire davantage. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous ici, en compagnie de ma collègue Audrey. J'en profite d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, pour remercier les membres du personnel de la coop. Vous savez, la transition énergétique, c'est un dossier qui est important pour notre gouvernement. L'amélioration également de notre efficacité énergétique, qui font partie des grands défis que le Québec a à relever. Alors, on a choisi justement, comme gouvernement, d'investir dans la lutte contre les changements climatiques et d'aller vers la transition énergétique. Alors, l'annonce d'aujourd'hui vise à faire en sorte d'améliorer justement cette efficacité énergétique, d'avoir des outils supplémentaires, d'avoir les données aussi pour mieux consommer et aussi donner des services à la population en termes de services électricité. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer un investissement de 3 432 000 $ en soutien à la coopérative pour la modernisation d'un réseau de communication. Alors, sans fil sécurisé sur son territoire en Montérégie et en Estrie, l'implication gouvernementale comprend 1 287 000 issus du programme ESSOR administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un autre montant de 2 145 000 $ d'Investissement Québec accordé dans le cadre de l'initiative Grand V. Alors, Mme Tardif va pouvoir vous expliquer
plus en détail cette initiative qui vise à stimuler l'innovation et la productivité durable au sein des entreprises pour soutenir leur croissance. Alors, le projet total de 4,29 millions de dollars permettra une meilleure gestion du réseau électrique et offrira une plus grande flexibilité à ses membres, en plus de leur permettre de mieux comprendre leur consommation d'énergie. Cela pourra les aider à réaliser des économies, notamment pendant les périodes de pointe hivernale. Et ce projet s'inscrit pour notre engagement pour un avenir énergétique plus durable. Alors, ces dernières années, le gouvernement du Québec a investi massivement en matière de transition énergétique. Et surtout dans la situation ici où, dans le fond, la coop est détenue par ses membres, bien, plus ils vont économiser, c'est globalement, puis ça va faire en sorte peut-être aussi d'avoir des ristournes supplémentaires pour les membres. Alors, je pense que c'est une belle annonce aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais céder la parole, mais simplement vous remercier de votre présence, également du travail que vous faites à la coop ici. Vous êtes des gens dévoués, puis l'électricité, c'est 24/7. Hein? Alors, je sais que c'est un travail qui est exigeant, mais ça bénéficie au bien-être de la communauté. Puis l'électricité, maintenant, c'est essentiel, comme on dit. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis merci beaucoup pour votre présence et votre collaboration. Donc, c'est vraiment une joie de me joindre à mon collègue, député et ministre Simon-Jolin Barrette, pour soutenir cette belle entreprise de chez nous qui est innovante, qui ose penser en dehors de la boîte, puis qui a franchement pas froid aux yeux. C'est grâce certainement à votre vision, à vos idées, mais aussi à votre équipe solidement bâtie, bien tissée. On sent qu'il y a quelque chose qui vous unit, en fait. Chacun d'entre eux, quand on rentre ici, on l'a senti dès le moment où on franchit la porte. Donc, félicitations pour ce qui vous unit puis votre vision. Les entreprises collectives, comme la Coop d'électricité de Saint-Jean-Baptiste, jouent un rôle clé dans le développement socio-économique de toute la Montérégie et pour toutes nos régions en offrant des services qui sont essentiels à la population. D'ailleurs, la Coop a vu le jour en 1944. Vous m'avez montré une super image de M. Duplessis à la grande ouverture de la Coop. Donc, aujourd'hui, on est fiers de pouvoir s'inscrire vraiment dans la prochaine génération. Vous êtes les premiers à installer des compteurs deuxième génération, comme ce que vous le faites en ce moment au Québec, les troisièmes au Canada, si je ne me trompe pas, qu'on est particulièrement fiers de vous. Et je vais laisser la parole à Mme Tardif pour la suite, là, pour le projet Grand V, mais on peut targuer que les 7000 membres qui font partie de la coop vont pouvoir être à la fine pointe de la technologie, chacun chez eux, pouvoir tirer le maximum, pouvoir comprendre comment ça fonctionne, puis être capable de tirer un avantage, oui, en termes de profit, mais aussi en termes de gestion de leur propre GES à la maison. Donc, dans la conscientisation de notre utilisation d'électricité, vous en faites énormément. Donc, voilà, je salue votre travail, je salue M. Doyon, M. Tolomné. Je veux souligner la belle croissance de votre organisation qui est déterminée à suivre le courant de la transition énergétique de concert avec notre gouvernement. Puis je joins encore ma voix à celle du député de Borzois pour vous souhaiter beaucoup de succès dans la réalisation de ce projet. Merci. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour représenter Investissement Québec dans le cadre de cette annonce. En fait, Investissement Québec est fier de contribuer à ce projet sous le signe de la productivité durable pour la coopérative. Pour les résidentes et les résidents des 16 municipalités desservies, il s'agit d'investissements concrets pour bonifier une infrastructure essentielle, le réseau de distribution électrique. En intégrant les compteurs intelligents, la qualité du réseau est rehaussée, mais de nouvelles possibilités émergent aussi. On en parlait tout tantôt avec Damien pour aller avec un système comme ILO qui est utilisé par Hydro-Québec pour minimiser la facture d'électricité. Alors, que ce soit dans l'intégration de nouvelles sources d'énergie ou encore d'avoir une visibilité nettement améliorée du réseau en continu. Le soutien que nous avons octroyé pour développer ce projet, c'est un très bon exemple de ce que nous souhaitons accomplir lors de nos interventions. En effet, on va être au rendez-vous pour appuyer une entreprise québécoise qui souhaite faire appel à de nouvelles technologies afin d'être plus productive et qui souhaite être au-devant de la transition et contribuer concrètement à l'atteinte de nos cibles climatiques. C'est en osant qu'on se démarque. En tant que principal levier de développement économique du gouvernement, Investissement Québec offre des solutions financières adaptées aux entreprises, du soutien dans le développement à l'international, de même que des services d'accompagnement tant stratégiques que technologiques.
Mes prédécesseurs en ont parlé. C'est avec l'initiative Grand V, les fonds propres d'Investissement Québec, qu'on a financé une partie de ce projet-là. Alors, on est fiers d'annoncer un soutien financier de 2 145 000 dans le cadre de Grand V. C'est quoi Grand V? Alors, c'est vraiment un financement flexible avec de l'accompagnement technologique pour aider les entreprises à réaliser leurs projets. Les services d'accompagnement offerts sont dispensés sur mesure par nos experts en innovation. Vous savez qu'en 2020, le CRIC, le Centre de recherche industrielle Québec, s'est joint à Investissement Québec en juin 2020. Alors, c'est cette équipe-là de soutien technologique qui accompagne nos entreprises pour améliorer leur productivité. Alors que l'incertitude économique demeure dans le marché actuel, l'innovation et la productivité durable sont des leviers nécessaires pour demeurer en bonne posture. Et c'est un virage qui est nécessaire là, pour l'ensemble des entreprises du Québec. Maintenant, je sais que la coopérative est particulièrement active et je crois que l'annonce aujourd'hui marque le début de plusieurs beaux projets. Comme la coopérative l'a fait, nous invitons les entreprises à se prévaloir de nos solutions pour les soutenir dans leur croissance et pour atteindre leurs objectifs. En terminant, je souhaite remercier Mehdi, il est là, Mehdi. Mehdi, c'est le directeur de compte qui s'occupe de l'entreprise. Alors, merci Mehdi d'être là aujourd'hui. Je salue également la direction de la coopérative régionale d'électricité pour leur détermination et leur capacité d'innovation. Je ne doute pas que ça ouvre la porte là, sur un nouveau chapitre pour votre organisation et en espérant continuer à être impliqué dans vos projets dans les prochaines années. Alors, bon succès. Ben merci. Donc, merci d'abord au gouvernement du Québec, là, effectivement, pour cette contribution financière et puis également Investissement Québec pour le travail que nous avons pu faire ensemble. Et puis évidemment, surtout aussi remercier les équipes de la coopérative parce que c'est d'abord un travail d'équipe. Et effectivement, c'est un projet qui va durer à peu près 18 mois au niveau du déploiement des compteurs. Et puis, cet appui financier qu'on reçoit aujourd'hui va nous permettre effectivement de moderniser notre réseau de distribution électrique pour à la fois le rendre plus fiable et puis être prêt à supporter la transition énergétique qui est déjà en cours. Ensuite, le projet va nous permettre de renforcer l'offre au niveau de l'efficacité énergétique disponible auprès de nos membres, parce que c'est quand même aussi une réalité d'aujourd'hui. Tout kilowattheure qu'on ne consomme pas, c'est effectivement une bonne chose. Donc, renforcer l'offre d'économie d'énergie auprès de nos membres, puis également, effectivement, préparer, appuyer l'innovation au sein de la coopérative. Donc, ce projet-là va nous permettre, entre autres, c'est une première brique. Ce projet va nous permettre effectivement de déployer d'autres outils pour effectivement offrir la possibilité des logiciels pour effectivement voir en temps réel la carte des pannes, voire également être capable d'intégrer tout ce qui est ressources énergétiques distribuées comme du stockage, de la production solaire au niveau résidentiel et commercial, et puis également continuer à participer dans la transition énergétique. Ensuite, ce projet-là nous permet d'assurer aussi la durabilité du modèle coopératif de la coopérative, de nouveau parce qu'on va engager nos membres dans une meilleure gestion de leur consommation électrique et donc du coup effectivement aussi être capable de supporter cette croissance de demande d'électricité indue par effectivement la transition énergétique, mais également être capable aussi de maintenir le modèle financier de la coopérative qui s'en va avec ça. Voilà, merci. Merci encore pour votre engagement à l'équipe de la coopérative et puis merci à Investissement Québec et au gouvernement du Québec pour effectivement cette contribution. On rejoint maintenant Mme Céline Desjardins, qui est maître de tradition vivante par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Bonjour, Mme Desjardins. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un maître de tradition vivante? Un maître de tradition vivante, c'est une personne qui possède un savoir-faire traditionnel, qui le maîtrise très bien et qui arrive à le transmettre aux autres. Qu'est-ce qu'on entend par un savoir-faire traditionnel?
Un savoir-faire traditionnel, c'est souvent relié à un ancien métier ou l'artisanat qu'on faisait à l'époque. Mais entre autres, moi, c'est plus relié à la teinture végétale et naturelle, donc le métier de teinturier-teinturière. Parce que maintenant, on achète des vêtements dans les magasins, ça vient d'ailleurs, d'autres pays. Mais là, vous êtes en train de me dire que c'est possible de teindre soi-même ses vêtements, puis avec des plantes qu'on trouve sur le territoire du Québec. C'est en plein ça. En fait, moi, je suis spécialisée en teinture naturelle et végétale sur de la fibre animale. Donc, moi, je suis spécialisée sur la laine de mouton. Mais il y en a d'autres qui se spécialisent sur de la fibre végétale ou sur autre chose. Moi, je le fais vraiment sur de la fibre de mouton, locale, le plus possible, évidemment. Et il y a possibilité, une fois qu'on a teint notre fibre avec des plantes dans notre environnement immédiat, ce qu'on trouve autour de nous, il y a possibilité ensuite de transformer cette fibre-là et de créer un vêtement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce retour-là à des métiers plus traditionnels? Oui, présentement, on sent un engouement, il y a un regain. Les gens nous posent plein de questions, ils viennent nous voir, ils viennent nous visiter durant la saison estivale. Et les gens me posent la question, comment on fait ça? Comment tu as découvert ça? Comment on fait ça, cette affaire-là, là? On peut teindre de la fibre avec des plantes, c'est comme un savoir-faire tellement oublié. Ça fait peut-être une 125 ans peut-être qu'on teint avec la teinture de synthèse, là, avec les petits sachets là, que les gens achetaient, mettaient dans une cuve, puis ils teignaient leur fibre avec ça. Alors, on a oublié qu'on pouvait le faire avec des matières naturelles, comme des plantes, entre autres. Alors, oui, il y a plein de gens qui me posent la question, puis ils veulent apprendre ça. Présentement, on sent là, que, il y a un retour aux sources que les gens veulent faire. Puis vous pensez que ça vient d'où, ce besoin-là de reconnecter avec des façons de faire qui datent de longtemps? Les gens veulent vivre un petit peu plus simplement. Je sens que depuis la pandémie, il y a eu un retour aux sources et les gens veulent vivre avec moins de stress. Les gens sont en télétravail à la maison, peuvent passer du bon temps de qualité aussi, ils veulent apprendre des choses. Comment on peut fabriquer avec peu? Comment on peut fabriquer un vêtement finalement juste en transformant des fibres? Alors, les cours, on nous demande des cours, de la formation. Heu, ont augmenté, les gens ça s'est augmenté là depuis, je vous dirais les 5 dernières années là. Les gens veulent vraiment apprendre comme on faisait autrefois. Est-ce que c'est plus des jeunes ou des personnes un peu plus âgées? C'est qui vient vous voir pour ça? Ah ben là, il y a de tout ben, en fait, tous les âges là, vraiment, mais je suis toujours surprise de voir la belle jeunesse qui vient me demander de donner de la formation. C'est toujours intéressant de voir que ces gens-là s'intéressent. Puis là, c'est drôle, des fois, on se dit, c'est une fois à la retraite qu'on a du temps puis qu'on veut faire ça. Ben non, là, il y a de la belle jeunesse qui nous demande, de leur montrer ça, comment on faisait ça. Il y a aussi, pendant la pandémie, les gens ont un peu plus jardiné, les gens ont plus, mis les mains dans la terre et puis, ils veulent comprendre. Comment ça se fait qu'on a perdu ça, tout ce savoir-là, tu sais, qu'on peut, cultiver notre, nourriture, qu'on peut cultiver nos plantes tinctoriales qui nous donnent de la belle couleur. En fait, il s'agit juste de prendre le temps de prendre le temps. C'est vrai. Pouvez-vous donner une idée à la maison, là? Est-ce que vous avez un exemple d'une plante que les gens connaissent, qu'on peut utiliser pour faire une teinture? Ah bien sûr, ah mon Dieu, il y en a plein, tout plein. Euh, Ben moi ici, je suis au nord de Est-ce que c'est aussi simple que l'Abitibi. je pense? Mettons, un pissenlit, ça fait du jaune ou une carotte, ça fait du orange, ou il y a comme des mix qui se font? Ben, c'est une bonne question, là. Je vais y aller comme en 2 temps pour vous répondre. Les plantes tinctoriales sont divisées en 2 catégories. Il y a la première catégorie qu'on appelle les grands teints. Ça donne des couleurs qui sont très solides, qui vont passer à travers le temps. Donc, 50, 70 ans, 100 ans après, la couleur est encore dans le textile. La deuxième catégorie, on appelle ça les petits teints. Les petits teints, c'est plus, c'est souvent ce qui est comestible. Alors, les pelures d'oignons, l'oignon, on le mange, mais on ne mange pas nécessairement la pelure, mais tu sais, on pourrait faire de la teinture avec ça, mais c'est pas une couleur qui va passer à travers le temps, qui va durer, 50 ans dans la fibre. Ça, Les ça fait quelle betteraves, couleur, les oignons?
Le jaune, la même couleur que la pelure d'un oignon. C'est un beau jaune ambré doré, là, c'est magnifique. Si on prend les betteraves, les gens à l'époque jetaient pas le jus de betterave. Quand on faisait des marinades avec le vinaigre, les gens ils gardaient ça, ça donnait des couleurs roses. Mais ça tient pas dans le temps. En fait, ça passe pas à travers le temps, ces couleurs-là. Alors moi, je suis spécialisée plus avec les grands teints. Ici, ce que je donne en formation, c'est la formation sur les grands teints, mais je montre aussi qu'avec des petits teints, on peut arriver à faire des couleurs qui vont durer quelques années. Des fois, c'est suffisant, comme une paire de bas de laine, entre autres. Les gens qui tricotent des bas de laine, mais les bas, ça ne dure pas 100 ans. Fait que c'est pas grave que la couleur ne dure pas trop longtemps. Mais si on fait un beau châle ou une belle pièce au tissage, au tricot, au crochet, puis on veut que ça soit une pièce du patrimoine familial, bien, on veut que ça passe à travers le temps. On aimerait ça que dans 25 ans, le châle tricoté à la main, avec de la laine teinte à la main, bien, la couleur passe à travers le temps. On aimerait ça que ça résiste et que ça soit encore là. Alors moi, c'est ça que je montre dans la formation ici. C'est vraiment un message différent. On est tellement habitué que tout va vite. On va acheter des vêtements et ça va durer 1 an maximum. Puis là, vous me parlez de vêtements qui peuvent durer des décennies. Est-ce que vous pensez qu'on peut privilégier plus l'achat local pour justement profiter là, de vêtements de qualité comme ça? Oui, en fait, l'achat local est important pour notre économie, puis aussi, pour, les artisans qui vivent de leur art. C'est hyper important de penser acheter local, peu importe là, que ce soit en agriculture ou en artisanat, peu importe le milieu, mais je pense que les artistes et les artisans, puis les agriculteurs aussi de notre région ici, ont tout intérêt à recevoir les clients et que les clients pensent à eux avant d'aller acheter dans les grands magasins. Il y a tellement de la belle qualité, puis il y a tellement des bons créateurs au Québec qui font des belles choses et de plus en plus avec des matières nobles, avec de la matière naturelle et de la matière qui va passer à travers le temps. Et moi, ces gens-là me demandent de teindre leurs fibres. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un partenariat, en fait, quand les gens ne savent pas nécessairement teindre la fibre. Mais nous, ici, on peut la teindre pour eux. Puis ensuite, ils transforment cette matière-là en vêtements ou en accessoires, peu importe. Mais oui, c'est hyper important de penser à l'achat local pour la survie de ces savoir-faire-là et la survie aussi de nos artistes et nos artisans et nos agriculteurs, évidemment. Madame Desjardins, c'est un monde fascinant que, que vous avez. J'en ai beaucoup appris avec vous. Puis pour les gens à la maison qui sont intéressés à en apprendre davantage, vous pouvez aller sur le site patrimoinevivant.qc.ca. Il y a des guides, il y a aussi des ateliers qu'on peut faire avec Madame Desjardins. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous souhaite de continuer à transmettre votre savoir comme ça. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir. C'est ce qui complète notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Si la télévision communautaire vous intéresse, devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Vous pouvez nous écrire au info@tvr9.com. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.